Bonjour et bienvenue, nous sommes à bord du Charnorst. Il y a quelques jours, je vous ai proposé une vidéo racontant son histoire et je n'étais pas dans mon propos à l'époque de vous raconter la fin de ce navire, dans la mesure où ça demandait des moyens que je n'ai pas franchement. Néanmoins, je vais quand même me piquer au jeu, d'abord parce que la première vidéo serait totalement incomplète. Donc je vais apporter une sorte d'additif et à ma première vidéo, et de cette manière c'est vrai que j'ai totalement terminé. J'ajoute par honnêteté que je fais cette vidéo à la demande de certains de mes viewers qui ont souhaité voir la suite et la fin, ce que je comprends parfaitement et ce que je respecte parfaitement. Donc nous sommes partis. Le Charnorst, comme vous pouvez le constater, est en pleine partie, en pleine vitesse. Il se dirige vers la sortie du fjord où il s'est caché. Il s'apprête à se diriger vers le nord. Il va tourner à tribord et remonter vers le nord, où on lui a annoncé le passage d'un convoi allié en direction de Mourmansk, et donc il s'apprête à aller l'intercepter. À la sortie du fjord d'attendre 5 destroyers dont on en reparlera. On va reparler de tout cela. Je vous dis à tout de suite. Place à la dernière bataille du Charnorst. Nous voilà donc à bord du Charnorst qui vient de quitter le fjord. Rappelons que nous sommes au petit matin du 22 décembre 1943. Rappelons que nous sommes à bord d'un croiseur de bataille. Et rappelons également que forcément décembre, c'est la nuit polaire. C'est une nuit, oui, on ne s'en rend pas très bien compte. Il fait un froid glacial. La tempête menace. Ça non plus, on s'en rend pas très bien compte. Mais voilà. Le Charnorst part donc, quitte le fjord, accompagné de 5 destroyers, et sur la foi de renseignements d'une reconnaissance aérienne qui annonce le passage de ce fameux convoi. De mémoire, c'est le convoi JW55B qui est en convoi allié à destination de Mourmansk. Théoriquement, dans l'absolu, le Charnorst aurait dû être accompagné du Gneisenau et du Tirpitz, qui étaient les dernières forces vives encore opérationnelles allemandes. Le problème, c'est que précisément ni Gneisenau ni le Tirpitz sont opérationnels. Gneisenau est, suite à l'opération Cerberus et à quelques raids anglais en réfection et ces opérations dures, le Tirpitz a été bombardé lui aussi et il est en réparation. Donc Charnorst, accompagné de 5 destroyers, décide de tenter une opération coup de poing sur ce fameux convoi. Donc, il part, la petite flottille, Charnorst plus destroyer, est commandée par le commandant, le contre-amiral Erich May, qui est d'habitude à la tête d'une flotte de destroyers. C'est pas le véritable commandant du Charnorst et de la flottille. Après 4 jours de voyage, le Charnorst commence à affronter une mer de plus en plus houleuse et une de plus en plus forte. Là, il y a un premier dysfonctionnement dans les archives, parce qu'il faut bien penser que cette bataille du Cap Nord, elle est reconstituée sur la foi de 2 sources. Une officielle, historique, faite par les Anglais, donc à l'issue de la bataille, les vainqueurs écrivent l'histoire, et la seconde est faite par des historiens allemands, probablement aussi à la faveur de certains témoignages des survivants du Charnorst. Donc il y a quelques petites différences. Les différences ne sont pas énormes, mais elles sont suffisantes pour modifier l'esprit
dans lequel s'est déroulée cette bataille, ou dans l'esprit dans lequel ont été prises certaines décisions. Donc, déjà là, on affronte à ce moment du 26, 4 jours après le départ, une première petite différence. La mer est forte, trop forte, selon certains. Selon les Anglais, le char Nord se débarrasse des destroyers parce qu'il veut aller un peu plus vite et il veut avoir les mains libres. Dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. Dans la réalité, c'est que la mer est devenue tellement forte, enfin, dans la réalité, vue par les Allemands, la version allemande, il semblerait que la mer soit suffisamment forte pour que les destroyers ne puissent pas suivre, et un à un, ils vont se laisser distancer, le dernier à se laisser distancer étant le Z-29 qui accompagnait le char Nord. Le char Nord se retrouve seul dans cette bataille, et alors qu'il croit s'approcher une première fois du convoi, il va tomber nez à nez sur, nez à nez sur les croiseurs de la 10e escadre, qui sont commandés par l'amiral Burnett. Il y a là le Belfast, le Sheffield et le Norfolk. Rien que ça. C'est une grosse surprise. C'est une très grosse surprise, car le convoi n'était pas censé être escorté, ou en tout cas pas escorté d'aussi forte manière. Donc, dans un premier temps, le Scharnhorst décide de s'échapper, et malgré un premier engagement assez puissant, assez violent, le Scharnhorst parvient à s'enfuir grâce à ses moteurs, grâce à sa vitesse, et aussi grâce à quelques coups de canon plutôt bien distribués. Nous sommes donc après la première rencontre. Donc il fait à ce moment-là, il vire brusquement et fait route plein nord, en espérant, grâce à sa vitesse, lâcher le Belfast et surtout arriver sur le camp plein milieu du convoi, où il pourra faire des ravages avant que les 3 croiseurs anglais aient le temps de le rattraper. L'amiral Fraser, qui commande la Home Fleet, s'inquiète pour ce convoi. Il n'a rien à opposer aux croiseurs de bataille allemands, qui désormais se trouve entre l'escorte et le convoi. L'escorte qui, bizarrement, est quand même relativement loin du convoi. Et là, il donne l'ordre à une force additionnelle de se rapprocher de cette escorte, une force additionnelle qui n'est pas à Scapaflo, mais qui est en train de patrouiller. Nous y reviendrons sur cette force additionnelle. Je ne vous donne pas tout de suite les noms, mais ce sont des noms que vous connaissez. Toutefois, et ça c'est important, le commandant du char Nord ne connaît pas la position exacte du convoi. En de plus, non seulement il ne la connaît pas, mais en plus, malgré les apparences sur cette vidéo, la visibilité est médiocre. Je rappelle que nous sommes en pleine tempête, ou en tout cas à l'ébauche d'une tempête. Les croiseurs de bataille sont les croiseurs anglais qui sont à la poursuite du char Nord, eux sont désormais rejoints par la 36e division de destroyers, et ils reprennent le contact avec le navire allemand vers midi, soit 2 heures après le premier engagement. Ils vont provoquer plusieurs échanges de tirs, et une fois de plus, le char Nord parvient à se retirer. Il est probable que c'est à ce moment-là qu'il y ait déjà eu quelques dégâts sur le char Nord, ne serait-ce que sur son radar. Le commandant du char Nord est surpris et excédé par cette opposition plus tenace que prévu. Les Anglais ne lâchent rien. Donc, il va essayer de regagner sa base. Donc, il fait demi-tour. Il ne veut pas risquer son bâtiment dans un engagement qui est, alors à ce moment-là, qui est risqué, hein, de toute façon, et qu'il n'a aucun appui. Les destroyers qui étaient censés l'accompagner ont rebroussé chemin, et donc il va mettre cap au sud, et c'est à ce moment-là qu'en fait il donne droit dans un piège. Un piège, c'est comme ça que les Anglais présentent la chose, en fait, c'est tout simplement les circonstances qui jouent en leur faveur. Les 2 unités qui escortent de loin le convoi sont espacées suffisamment pour que, effectivement, quand le char Nord fait demi-tour, il fasse en route droit sur la 2e mâchoire qui se referme, mais il n'était pas forcément prévu que c'était comme ça que ça devait se passer, même par les Anglais.
Les Britanniques tiennent un contact radar. Ils ont le radar, c'est le Belfast, et ils tiennent le contact radar, le char North ayant réussi à repousser Norfolk et Sheffield une première fois. Seul le Belfast et les destroyers suivent désormais, et ils parviennent à le suivre et à rester en contact avec l'autre partie du mâchoire. L'autre mâchoire, c'est tout simplement le cuirassé du Corfiok et le croiseur léger Jamaïca. Désormais, le cuirassé, le croiseur de bataille allemand est pris dans le piège, et le cuirassé, le Duke of York, obtient un premier contact radar à plus de 40 km, peu après 16 heures. Je rappelle que tout a commencé au petit matin. Donc on est toujours le même jour, et il engage le combat à 16h50. Le char North est alors surpris. Lui, il n'a plus le radar. Son radar a été abîmé, et les radars allemands n'ont jamais été très efficaces à cette période de la guerre. Il est donc surpris, et cette fois, il est nettement surclassé. En effet, il a en face de lui un navire qui a des pièces de 356. Hein, c'est un classe George V, je rappelle. Et très rapidement, les deux tourelles avant du char North sont mis hors d'état de nuire. En gros, le char North n'a tout simplement plus qu'une seule tourelle pour se défendre. C'est quand même 6 de ses 9 canons principaux. Toutefois, alors on va repasser sur le port. Toutefois, donc, le char North, malgré cet handicap et les dégâts déjà occasionnés, parvient à s'échapper. Et on croit le combat terminé vers 18h30. Pourtant, Eric B, à ce moment-là, envoie un message à Hitler. Que dit ce message ? Il lui assure qu'il va combattre jusqu'au dernier obus. Qu'est-ce que ça signifie ? En fait, ce que les Anglais ne savent pas encore, c'est que, entre autres, l'une des bordées, et une des toutes dernières bordées du Duke of York, lâchée avant que le char North s'échappe, a tout simplement détruit les chaudières. Elle les a suffisamment endommagées, en tout cas, pour réduire fortement la vitesse du navire. Dès lors, le Duke of York parvient à rejoindre le char North, qui est un peu à la dérive, et va commencer un duel d'artillerie qui va durer plus de 2 heures. Je rappelle que le char North n'a plus que cette tourelle arrière à opposer aux pièces d'un croiseur, le Jamaïca, d'un autre croiseur, le Belfast, des destroyers et du Duke of York, évidemment. Les destroyers, donc, le duel dure plus de 2 heures, et il est comptabilisé par les Anglais qu'ils vont tirer sur le char North près de 2000 obus. Les pièces du char North deviennent officiellement silencieuses à 19h16. En fait, elles sont silencieuses pour les pièces principales depuis bien plus longtemps. Le char North est tombé tout simplement en panne d'obus. Probablement des obus abîmés par des dégâts occasionnés dans le navire, plus le fait qu'il soit beaucoup défendu. Il ne tire plus qu'avec sa tourelle, sa tourelle arrière. Là, on ne sait pas très bien si c'est parce que la dernière tourelle a été abîmée et qu'il n'a plus tiré, mais d'après la version plus ou moins donnée par les Allemands, c'est tout simplement parce que le char North ne se défend plus de ses tourelles principales, et in fine, ces tourelles secondaires vont s'arrêter donc à 19h45. À ce moment-là, les croiseurs et les destroyers peuvent s'approcher, et ils vont tenter de torpiller à plusieurs reprises, puisqu'on a comptabilisé 22 torpilles qui sont tirées sur le char North. Il finit par être touché à l'avant, et il va couler le pavillon haut vers 19h45. En gros, donc, je reprends mes notes pour être sûr, le convoi la prise de contact s'est fait quelque part vers 9h du matin, 8h du matin, et 10 heures après, c'en est fini, enfin 12 heures après, on va dire. 12 heures après, c'en est fini du char North. Il y avait 1968 hommes à bord, il y aura seulement 36 survivants qui seront repêchés dans des eaux glacées, je le rappelle,
Et le convoi, quant à lui, le fameux convoi JW55B, arrivera sans dommage à Mourmansk. Voilà pour l'histoire du Char-Nord. La conclusion, c'est que la Kriegsmarine perd un de ses navires les plus puissants. Pour tout dire, c'est même le plus actif. C'est tout simplement son navire le plus actif et le seul qui soit vraiment opérationnel après 4 ans de guerre. Il avait fait régulièrement parler de lui. Et il avait créé un véritable malaise d'insécurité chez les Anglais, parce que les Anglais avaient fini par considérer qu'il était invincible à cause de sa vitesse et de sa puissance de feu malgré tout. J'espère que si l'un d'entre vous doit jamais commander un navire confronté à un adversaire largement supérieur, vous ferez avec autant de bravoure qu'il nous a été donné de voir aujourd'hui avec le Char-Nord. Tels sont les mots de l'amiral Fraser après la bataille, lorsque le Char-Nord a coulé. Et pour finir, eh bien, le dernier navire encore capable de naviguer, c'est le Tirpitz, qui à partir de ce moment-là va conquérir son surnom, bien malgré lui, de roi solitaire des mers du Nord. Sans transition, on enchaîne avec une bataille faite il y a quelques jours, que j'ai fait à bord de mon Char-Nord. Et si j'ai décidé de vous mettre cette bataille, ce n'est pas par son côté exceptionnel, loin de là, mais c'est plutôt parce que j'ai vécu un petit peu avec ce Char-Nord, avec ma bataille, un petit peu ce qui s'est passé avec le vrai Char-Nord, et j'ai trouvé ça tellement remarquable que j'ai eu envie de vous la mettre. Imaginez simplement que les 3 navires qui sont devant moi sont des destroyers qui vont très rapidement quitter mes alentours. Je vais me retrouver un peu seul. Et d'une certaine manière, on va se retrouver un peu dans la peau du Char-Nord au Cap-Nord, lorsque je vais me retrouver un tout petit peu en sous-effectif par rapport à mes adversaires, et que je vais être amené à combattre contre plusieurs ennemis. Je vous en laisse la surprise, je ne spoil pas trop. Il s'agit pour moi de vous montrer les choses telles qu'elles sont passées dans les conditions du direct. Donc, dans cette bataille, je dois effectivement... j'ai décidé de m'occuper de m'occuper de cet endroit. Je ne sais pas encore être chargé à moi tout seul de bloquer la poussée ennemie, qui en fait, la quasi-totalité de la flotte ennemie se trouve contre moi, et je commence à prendre des dégâts assez rapidement. Comme un bon noob que je suis, j'ai éteint immédiatement l'incendie, parce que j'ai jeté un coup d'œil sur la map, et les navires qui étaient après de moi ont pratiquement déjà tous rebroussé chemin ou se cachent, et je suis la seule cible d'une flotte composée, comme vous pouvez le constater, d'un Bliska, d'un Molotov, d'un Newmex, d'un Gneisno et d'un Tirpitz, et il y aura d'autres navires qui vont arriver à la curée. Donc, j'ai choisi finalement de faire demi-tour. L'essentiel de la bataille, le moment le plus intense est à venir, tandis que effectivement mes alliés soit vont s'enfuir, soit vont couler, et tandis que le reste de ma flotte pousse sur A. Là, j'essaie désespérément de me défaire du Molotov. J'étais pas dans une période géniale en termes d'efficacité de tir, comme vous pouvez le constater. Par exemple, là, je vais tirer sans me rendre compte. Un 5 coups d'œil sur la map aurait montré que le Gneisno allait percuter l'île. Et voilà. J'ai fait que 9 lignes de dégâts à ce moment précis de la partie. J'ai déjà tiré pas mal de sable. À la différence du vrai Char-Nord, toutes les tourelles sont opérationnelles. On a un Orska qui, c'est le seul qui soit avec moi, mais comme il est caché derrière une île, il n'a pas beaucoup de solutions de tir, et il va se montrer broadside devant, en fait, comme vous le constatez, 4 cuirassés et un croiseur, sans compter le Molotov qu'on ne voit plus, et 2 destroyers qu'on ne voit pas non plus, parce qu'ils sont trop furtifs, et ils sont en train de nous donner la chasse. Donc, pendant que mes ennemis
se focalise sur un North Carolina qui n'a plus beaucoup de temps à vivre, a priori. Ben moi j'essaie de faire des dégâts, j'essaie de m'échapper. J'essaie de m'échapper aussi en restant bien dans l'alignement pour intercepter toute espèce de navire qui partirait à la chasse de notre porte-avions. J'ai encore follement l'espoir de renverser la vapeur en résistant aux poussées de mes ennemis. Vous voyez, je n'ai fait que 13 000 points de dégâts, c'est pas énorme. Il y a un petit bug d'affichage. J'ai pas fait 1300 points de dégâts, il manque un 0. Par moment, il y a un petit bug d'affichage, mais ça c'est dû au mode Asselin. Voilà, j'ai fait 16 000 de dégâts. Donc, le Norska est derrière moi, mais dans un état déplorable. Et mes adversaires m'ignorent encore un petit peu. J'ai pris un incendie, je l'ai éteint tout de suite. J'ai eu la chance qu'on m'oublie pendant un petit moment. Donc je vais commencer à faire des dégâts sur le Numex, qui est la cible la plus facile à atteindre. Et je veux éviter d'être sous le feu du Tirpitz, qui pour l'instant s'occupe du North Carolina. Ça va très bien pour l'instant. J'essaie d'abîmer suffisamment le Numex pour le dissuader de m'attaquer. Et les tirs commencent à me tomber dessus. Le North Carolina, je ne sais pas si on voit bien dans quel état il est, et c'est pas génial. Hein. Donc je suis pas encore tout seul, mais dans l'esprit, je suis tout seul. On revient avec le visuel de ce que moi j'ai à l'écran. Je me défends bec et ongles. Je suis vraiment poursuivi par une flopée d'ennemis. C'est un peu l'esprit de la bataille, même si c'est pas la reconstitution, même maladroite, hein. Mais c'est un peu l'esprit. C'est-à-dire que là, c'est pas le Duke of York, c'est le Tirpitz, quoi. Mais ça revient sensiblement au même. Vous voyez, je dois éviter des salves de torpilles, je dois éviter les tirs, des croiseurs. C'est très inconfortable pour moi. Heureusement, les torpilles n'arrivent pas au but, mais bon. Je suppose qu'à l'époque, ça avait dû être aussi le cas pour quelques bordées de torpilles lancées à l'arrache. Comme vous voyez, il y a un Ognevoy qui vient d'apparaître, le Bliska n'est pas loin, et Dieu sait que ce Bliska et les Bliska sont des destroyers extrêmement redoutables, surtout quand ils sont bien manipulés. Je fais ce que je peux pour me défendre. Je considère, alors à ce moment-là, c'est vrai que je n'ai pas franchement confiance que le North Carolina attire à lui 80% des tirs, mais j'ai quand même bien pris, j'ai pris pas mal de dégâts et je me défends bec et ongles avec une seule tourelle parce que j'ai pas l'angle pour tout simplement pour tirer avec les deux autres. Donc c'est un peu toujours cet esprit et je vais réussir. Alors le North Carolina est mort. Ça y est, il n'y a plus, donc je suis le dernier. En résistant, comme on l'a fait, nous deux, nous avons permis à notre porte-avions de s'échapper. Et c'est malheureusement que partie remise. On est déjà à 2 kills contre 4. On a très peu de chances de s'en sortir. Là, j'ai un peu de répit. Tout est relatif, malgré tout, comme vous pouvez le constater. Ça tombe comme un gravelotte, selon l'expression consacrée. Et ça tombe par-dessus des îles, ce qui n'est pas cool du tout, mais alors pas du tout. Il arrive à un moment donné où vous vous dites que c'est plus possible, quoi. Surtout que, comme on va le voir, mes alliés vont peu à peu disparaître dans la bataille. Alors je vais pas finir en dernier combattant, hein, je vous l'annonce déjà. Mais on est déjà en train de perdre notre base. La première base, c'est pas gravissime en soi, on n'a pas beaucoup de retard à ce moment-là du combat. Mais c'est vrai que je caresse l'espoir de flinguer le York qui est en train de capturer la base. Vous voyez, je l'ai sélectionné. J'attends d'avoir d'avoir le visuel, malheureusement, j'ai réussi à leur échapper pour l'instant. Je suis repéré avion, malgré tout. Ça doit être l'avion du Tirpitz. J'ai fait 43 000 de dégâts, pratiquement, à 50% du temps, en ne servant que de la tour à l'arrière.
Heureusement, moi, à la différence du vrai Char-Nord, j'ai pas de problème de rupture de stock. Là, le York va se présenter, alors je l'attends, hein, je me dis, je caresse l'espoir qu'il va se présenter broadside. Le voilà. Le problème, c'est qu'il vire assez sec et que ma salve n'est pas aussi efficace que je l'aurais voulu. Un petit 2,5. J'essaie de garder toujours à l'esprit, parce que c'est ça le problème dans ces cas-là, c'est de garder un angle suffisamment aigu pour pouvoir tirer, mais un angle suffisamment bien accentué pour que les obus qui me sont tirés dessus bouncent, comme on dit en français. C'est de l'humour. Donc là, j'ai l'impression que ça y est, je suis sorti d'affaire. Je peux souffler. On a réussi à tuer 3 navires, 5, donc le rapport de force reste sensiblement égal. Et là, eh bien, un peu comme le Char-Nord, je vire en croyant échapper, que j'ai enfin échappé à au gros de l'attaque, qui me rushait. Mais bon, on me tire, je suis toujours repéré. On me tire dessus. Le York est en train d'apparaître. Je me dis, celui-là, je vais quand même réussir à le sortir parce que il a été comment dirais-je, il a été à la pointe du combat tout le temps avec beaucoup de courage. Hein. Croiseur, c'est quand même pas, c'est pas si facile que ça. Et j'ai toujours cette idée de le sortir. Bon, là, évidemment, je le sors en plus avec une citadelle. Il n'y a pas énormément de mérite à le sortir. Il lui restait plus grand chose. C'est presque un vol de kill. Enfin, je lui avais fait ma balle de dégâts avant. Donc, le Gneisenau, bon, il ne regarde pas. Un coup de chance. Et il y a le Tirpitz. Le Tirpitz qui essaie de prendre des raccourcis. Et je me dis, bon, mais il vient pour me chercher. Ou au moins pour nous intercepter en... Mais pareil, ils ne me regardent pas. Ils sont focus sur le reste de la flotte, sur l'avant-garde. Moi, je suis toujours de côté et j'ai toujours réglé ma vitesse et ma course de manière à toujours à protéger le porte-avions. Là, le problème, à un moment donné, c'est que c'est plus possible. Le porte-avions est trop lent. Donc, je décide de tourner, virer de bord brusquement et d'affronter le Tirpitz parce que je vois que le Tirpitz et le Gneisenau vont déboucher. Et je me dis, si je me débarrasse du Tirpitz en premier, avant l'arrivée du Gneisenau, je vais effectivement, je peux peut-être pas renverser la game, mais il n'y a plus beaucoup d'écart entre eux et nous. Et il y a encore peut-être moyen de faire quelque chose. On a perdu quand même, on a 3 caps de moins. Et là, catastrophe, je vois qu'il y a un destroyer, l'Ognevoy, qui a récupéré sa vitesse. Là, je n'ose pas tirer parce qu'il y a le porte-avions. Et je me dis, il faut que je sorte le destroyer, il faut que je calme. Donc là, je perds énormément de temps parce que je ne peux pas tirer sur le Tirpitz. J'essaie encore de protéger mon porte-avions, mon torpille, mais je sais que le Tirpitz, comme le Char-Nord, est quelqu'un qui réussit assez bien à éviter les torpilles. Et je sais que le Tirpitz a des torpilles. Il va donc falloir éviter les siennes. Après, c'est une question d'instinct. À quel moment il a envoyé les siennes, le torpille? J'estime qu'il l'a fait déjà. Donc je vire aussi sec que possible. Et je vais la jouer destroyer, quoi. Et évidemment, ma torpille ne touche pas. Les siennes n'ont pas été tirées comme il fallait. Je sais que j'ai plus grand chose à espérer de cette bataille pour moi. Que c'est bientôt la fin. Et il faut que je sorte le Tirpitz. Je vais sortir le Tirpitz. Je veux surtout pas qu'il tourne, qu'il m'envoie ses torpilles. Je lui fais autant de dégâts que je peux, mais lui m'en fait aussi beaucoup. Voilà, le Tirpitz est sorti. Là, au moins celui-là, je sais que... Et puis là, voilà, l'Ognevoy. Malheureusement, mes torpilles n'ont pas été reload. Donc je suis pris entre deux feux. Le Gneisenau va déboucher dans mon dos. Et l'Ognevoy me met... tous les dégâts qu'il peut. Je fais un joli petit 3000 sur l'Ognevoy. Qui a dû s'angoisser un petit peu parce qu'il lance sa smoke et puis il en sort très vite. Enfin, je crois que je lui ai mis la panique. Malheureusement, j'ai tourné trop sec. Et mes torpilles de tribord étaient reload. Voilà, je suis sorti. Fin de la bataille. Et on va retourner donc au port pour voir les écrans quand même de cette bataille et donner une conclusion à cette vidéo déjà très longue.
Très bien, nous allons enchaîner donc sur les écrans très rapidement. Encore une fois, il ne s'agit pas de donner la leçon à bord d'un char North ou comment être remarquable en char North en une bataille, surtout celle-là. Mais c'était intéressant peut-être de voir un petit peu ce que ça a donné. Donc évidemment une défaite, 2313 points d'XP, 116 d'XP libre, bon, 80 000 points de dégâts, bon c'est à peine bon. J'ai coulé 2 navires, on l'a vu, il y en a un qui a un caractère un petit peu de KS, mais bon. 29 coups au but avec mes secondaires. Je finis quand même premier avec 1000 points d'XP de base. Pour une défaite, c'est pas si mal que ça. Surtout qu'avec moi, il y avait quand même 3 tiers 8. Donc j'ai fait quand même un petit peu mieux qu'eux. C'est assez flatteur. En termes de dégâts, donc j'ai coulé un tier pit, un York. En termes de dégâts, j'ai tanké pour 1 613 000, pardon. Donc vous voyez que j'ai été quand même la cible passablement. J'ai réussi à tirer à la batterie principale 67 obus. Oui, 67 obus. 100% étaient des obus perforants, pas d'obus explosifs. Les rares ont été faits, mais 29 coups au but à l'explosif ont été faits avec la batterie secondaire. Donc, reprenons la conclusion, en quelque sorte, de cette vidéo. Comment s'était déroulé essentiellement, parce que c'était ça le propos, la bataille finale de ce splendide croiseur de bataille, parce qu'il est magnifique, il faut quand même le reconnaître. Même si, il a, à mes yeux, il a le gros défaut d'avoir un drapeau qui n'était pas le bon. Pour le reste, ces marins ont combattu courageusement, et ça, il faut savoir le reconnaître. Ce magnifique navire, en termes dans le jeu Wargaming, est un navire qui vous apportera toujours beaucoup de satisfaction, même si vous n'êtes pas un grand joueur de cuirassé. Il a peut-être un défaut, c'est inhérent aux dégâts qu'il peut causer sur les cuirassés. Il a un peu de mal, comme vous l'avez vu, à faire de vrais dégâts. Mon dogfight, puisque c'est l'expression consacrée, même si je l'ai un peu détourné, parce que dogfight c'est plutôt pour les combats aériens. Mon dogfight, mon combat tournoyant avec le Tirpitz, tourne en ma faveur parce que le Tirpitz a un peu moins de vie que moi à ce moment, mais il tourne pas en ma faveur grâce à mes canons. J'aurais pas coulé de Tirpitz, je pense pas, si on avait eu chacun que des canons à nous opposer l'un ou l'autre. Je vais donc terminer ma vidéo sur cette image. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Ça m'intéresse. Tout ce que vous avez à me dire m'intéresse. Essayez de la partager, essayez de me faire connaître. Ça me donnera envie de continuer. J'ai beaucoup de projets pour l'année qui vient, qui s'approche à grands pas. Des projets qui n'ont pas tous à voir avec World of Warship, mais qui ont à voir aussi un petit peu avec World of Warship. Il y a tellement de possibilités et tellement de nouveaux navires à venir qu'il y a encore beaucoup de travail pour présenter l'historique de ces navires. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt, si vous le voulez bien.